Celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Montesquieu était le baron Charles-Louis de Secondat de la Brède. Écrivain et philosophe des Lumières, il est l'auteur d'un livre de théorie politique intitulé De l'esprit des lois, publié en 1748, qui est une œuvre colossale de 30 tomes, rédigée pendant plus de 20 ans. Mais Montesquieu, c'est aussi l'auteur d'un roman épistolaire très célèbre, Les Lettres persanes, publié anonymement en 1721 à Amsterdam. Il s'agit d'un roman constitué de la correspondance fictive échangée entre deux Persans, Usbek et Rika, qui voyagent en Europe et s'entretiennent de manière épistolaire avec leurs amis respectifs restés en Perse. Depuis le XVIe, les turqueries sont à la mode, ce qu'on appelle les romans du sérail aussi. C'est un genre exotique qui plaît beaucoup. Si Montesquieu en garde la dimension pittoresque, par contre, il enrichit le genre d'une réflexion philosophique. En effet, avec les lettres persanes, Montesquieu invente un genre. Non pas le roman épistolaire qui existe déjà, mais le roman épistolaire polyphonique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs épistoliers. Parce que cette polyphonie va lui permettre d'intégrer dans ce qu'il appelle son espèce de roman, des lettres de genre très différents. L'auteur s'est donné l'avantage, écrit-il, de pouvoir joindre de la philosophie, de la politique et de la morale à un roman. Cela permet donc une multiplication des points de vue et des jugements, et une évolution du regard et de la pensée des Persans durant les 9 ans qu'ils passent à Paris. Ce procédé du regard étranger se trouvait déjà chez Montaigne, notamment dans la dernière partie du chapitre des cannibales des Essais. Mais ici, Montesquieu dit n'être que le traducteur des lettres. Comme chez Montaigne, le regard éloigné va permettre la critique ironique de la société et de son fonctionnement. Dans la lettre 30, donc, Rika écrit à Ibn, resté en Perse, pour partager son étonnement sur l'intérêt qu'il provoque auprès des Parisiens. Il décide donc de faire une petite expérience pour savoir si on s'intéresse réellement à son être ou à son paraître. À travers les propos de Rika, Montesquieu, avec ironie, fait le procès de la superficialité de la société de son temps. Notre fil directeur cherchera donc à montrer comment Montesquieu parvient à dresser une satire efficace de la société, qui est incarnée dans l'attitude des Parisiens vis-à-vis de Rika. On peut considérer qu'il y a 3 mouvements dans ce texte. D'abord, l'insatiable curiosité des Parisiens, premier mouvement. Deuxième mouvement, l'expérience de Rika, qui décide d'enlever son habit persan. Et un troisième mouvement, qui est une vision ethnocentrique de l'autre, et que critique bien sûr Montesquieu. Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes même faisaient un arc-en-ciel nuancé de 1000 couleurs qui m'entourait. Si j'étais au spectacle, je trouvais d'abord 100 lorgnettes dressées contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a été tant vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux « Il faut avouer qu'il a l'air bien persan ». Chose admirable, je trouvais de mes portraits partout. Je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu. Tant d'honneur ne laisse pas d'être à charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare, et quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et à en endosser un à l'européenne pour voir s'il resterait encore, dans ma physionomie, quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois 1 heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un, par hasard, apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. « Oh, monsieur est persan, c'est une chose bien extraordinaire.
Comment peut-on être persan? Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Dès la première phrase, on voit bien que la curiosité des Parisiens est un petit peu excessive. Leur curiosité va jusqu'à l'extravagance, on peut voir là une hyperbole dans la phrase, mais une hyperbole dans l'attitude des Parisiens aussi. Et puis, le verbe être qui est au présent, et ce présent a une valeur de vérité générale. C'est donc une constante que cette curiosité extrême des Parisiens. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Alors, lorsque j'arrivais, c'est un passé simple, c'est assez soudain, et on voit bien que, juste après la virgule, il y a un effet immédiat. Je fus regardé. C'est une forme passive du verbe regarder, ce qui suppose que Rika, lui, il regarde pas, mais par contre, il devient un objet de curiosité, et non plus un sujet. Donc, dès qu'il arrive, soudainement, il devient un objet de curiosité. La comparaison qui suit, comme si j'avais été envoyé du ciel, en fait de sa venue un événement quasi surnaturel. Et bien sûr, c'est aussi hyperbolique. C'est pour montrer cette réaction démesurée, cette curiosité démesurée des Parisiens face à cet étranger. Pour bien montrer que l'effet est énorme, on a une énumération ici, vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir, une énumération sans article de toute la population de Paris, en commençant par les vieux et en allant aux plus jeunes, c'est-à-dire dans une gradation descendante. Donc des plus âgés aux plus jeunes, tout Paris se presse pour aller voir ce persan. Évidemment, on est dans l'exagération, et cette exagération ridiculise quelque peu le peuple de Paris. Enfin, c'est pas le peuple, c'est les Parisiens. L'effet de la présence de ce persan, on la voit dans la phrase suivante, elle est structurée en plusieurs hypothétiques. Si on a en fait trois situations, si je sortais, si j'étais aux Tuileries, si j'étais au spectacle. Ce qui est intéressant, c'est que les trois moments de la journée de Rika, ici, il y a trois hypothèses, si je sortais, avec une réaction prédictible. C'est si, alors, si je sortais, alors, si j'étais aux Tuileries, alors, si j'étais au spectacle, alors. D'accord ? Une cause-conséquence, en fait. Dès qu'il bouge, la conséquence, c'est que tout le monde vient le voir. Dans le premier, si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Évidemment, tout le monde et les fenêtres. Alors, tout le monde se mettait aux fenêtres, c'est-à-dire pour regarder. Parce que, évidemment, dans ce texte, le regard joue un rôle essentiel. Si j'étais aux Tuileries, c'est un lieu à la mode au 18e, où on va se montrer, je voyais aussitôt, l'adverbe ici, montre l'effet immédiat. Là, il n'y est pas l'adverbe, mais c'est pareil. Si je sortais, alors, hop, aussitôt, un cercle se formait autour de moi. Ce cercle, il peut faire penser à ce qui se passe quand il y a un spectacle de rue et que des tas de gens se mettent autour de l'artiste. Les femmes même faisaient un arc-en-ciel nuancé de 1000 couleurs qui m'entourait. Qui m'entourait rappelle bien sûr le cercle. Et les femmes, on peut penser ici à une référence de relativisme culturel. C'est-à-dire que, en fait, Rika est persan et en Perse, les femmes ne sortent pas dans la rue et surtout ne s'habillent pas de manière tellement voyante. Ici, elles sont arc-en-ciel nuancé de 1000 couleurs. Mais nous, on est à Paris au 18e, et à Paris au 18e, le costume est extrêmement important. On se montre dans ses beaux atours. C'est essentiel. Autre situation, si j'étais au spectacle, je trouvais d'abord sans lorgnette dressée contre ma figure. En plus, on a à chaque fois l'imparfait, donc c'est systématique, c'est l'imparfait d'habitude. Je trouvais d'abord sans lorgnette dressée contre ma figure. On a ici une métonymie qui permet en fait je rappelle que c'est désigné le tout par la partie. En fait, les Parisiens sont réduits à leur curiosité, à leurs lunettes, puisque les lorgnettes sont des lunettes, ils sont réduits à leur curiosité, à leur regard curieux. Et même ce regard, quand on prend dressé contre ma figure, est envahissant. Grossier, envahissant et même un peu agressif, tellement il envahit l'espace de l'autre. Enfin, jamais homme n'a été tant vu que moi, et la formule elle-même est hyperbolique, mais n'a tant été vu que moi, c'est une forme passive du verbe voir, c'est-à-dire que là encore, le persan, c'est pas lui qui regarde, mais c'est lui qu'on regarde. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre qui disaient entre eux, il faut avouer qu'il a l'air bien persan. Des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, évidemment, c'est une manière pour Montesquieu de rappeler l'autosuffisance des Parisiens qui considèrent que leur pays rayonne sur le monde
à l'époque sur l'Europe, hein, c'est vrai, mais et que du coup, même s'ils ne connaissent rien, se permettent tout. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes, ils ne s'intéressent à rien, ne connaissent rien, parce que la France du XVIIe brille avec beaucoup d'assurance sur les autres nations. Les cultures étrangères les intéressent peu, ou quand elles les intéressent, c'est de manière totalement superficielle, comme ici. Il faut bien avouer qu'il a l'air bien perçant, qu'il a l'air se rapporte encore, comme au début du texte, hein, à la superficialité et au regard. Chose admirable. L'exclamative ici montre l'étonnement du persan. C'est un étonnement réciproque, mais lui aussi s'étonne de ce qui se passe. Je trouvais de mes portraits partout. Je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de m'avoir pas assez vu. Alors, je trouvais, on a toujours l'imparfait, hein, c'est-à-dire que c'est un imparfait d'habitude, c'est récurrent. Mes portraits, c'est au pluriel, hein. On a que des pluriels en fait. Mes portraits, dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées. On a la répétition aussi de toutes, donc on a le pluriel, la répétition de l'adjectif toutes. Finalement, là ici, l'adjectif multiplié, et l'impression qui s'en dégage évidemment, entre le pluriel et la répétition de l'adjectif, donne l'impression d'un envahissement. Il est partout. Tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu. Évidemment, on y voit là une pointe d'ironie de Montesquieu, hein, qui se moque allègrement de ces Parisiens qui n'ont que ça à faire. Tant d'honneur ne laisse pas d'être à charge, je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare. On notera ici l'adverbe si d'intensité, un adverbe d'intensité, qui accompagne les deux adjectifs qui sont curieux et rares. Donc là aussi, tout est dans l'exagération. Et quoique j'ai très bonne opinion de moi, on peut penser que l'esprit parisien commence à contaminer un petit peu notre persan. Je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. On a ici une opposition qui est intéressante. Je dusse troubler le repos alors que je n'étais point connu. Évidemment, c'est absurde, c'est ridicule, et appartient de la satire, bien sûr. Donc, le persan est étonné, intrigué, inquiet par l'intérêt qu'il déclenche, et donc il va tenter une expérience, qu'on pourrait résumer peut-être par l'habit fait-il le moine. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan. Résoudre appartient au vocabulaire de l'expérience scientifique, comme essai d'ailleurs. Donc il y a vraiment l'idée d'une expérience. Le but de l'expérience, c'est pour voir s'il en resterait encore, en conditionnel, dans ma physionomie quelque chose d'admirable. C'est-à-dire, est-ce que moi j'ai quelque chose d'admirable ou est-ce que c'est autre chose? Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement, là aussi, ironie. Libre de tous les ornements étrangers, les ornements, c'est la superficialité, c'est le décorum, c'est le théâtre en fait, hein, auquel se rendent les Parisiens quand le persan se trouve dans le coin. Je me vis apprécié au plus juste, évidemment ironique aussi. En fait, c'est l'équivalent de je me vis apprécié juste pour ce que j'étais. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique. Alors, ce qui est intéressant, c'est en un instant, parce que ça insiste sur cette puissance du paraître. L'effet est immédiat. Immédiatement, donc, la perte de l'attention et de l'estime publique. Pourquoi? Pour avoir changé d'habit. Tout à coup, bien sûr, ici aussi, hein, c'est comme un instant, donc Montesquieu insiste sur la rapidité avec laquelle le changement se passe. Et le résultat de ça, c'est que, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Certes, l'expression néant affreux est un peu hyperbolique. En fait, ce que Montesquieu veut montrer, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus l'habit, Ricard va tomber dans une invisibilité totale. Si les autres ne le regardent plus, il n'existe plus. Je demeurais quelquefois, donc je demeurais est un verbe d'état, hein, il ne fait plus rien, il attend. Une heure dans une compagnie, sans qu'on m'eût regardé. Alors évidemment, on va opposer cet état où on ne le regarde plus avec le début du texte, où par contre, il est l'objet de tous les regards. Sans qu'on, ici, est une locution conjonctive qui a une valeur de négation. Et justement, s'oppose à ce qu'il y avait précédemment. Et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche, donc sans qu'on m'eût regardé, sans qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche, hein, c'est-à-dire que on ne le regarde plus, et on m'eût mis en occasion. Là aussi, c'est une forme passive du verbe, c'est-à-dire que il est invisible, on ne le regarde plus, on ne lui parle plus, on ne fait rien pour qu'il puisse parler. Depuis qu'il a enlevé son habit, il ne bouge plus. Je demeurais, on ne le voit plus, sans qu'on m'y regarde, et il ne parle plus, mis en occasion d'ouvrir la bouche. En réalité, il n'existe plus. Il n'existait que par son apparence, son image.
La critique ici de la superficialité des Parisiens est flagrante. Hein. Ils sont incapables de voir au-delà de l'image. Ils ne s'intéressent pas à l'être, mais uniquement au paraître. Et c'est bien ce qu'on trouve aujourd'hui dans le reflet de la société du XVIIIe. Donc, à ce stade, le résultat de l'expérience de Rica est catastrophique, parce que finalement, elle a conduit à sa disparition. Plus d'habits, plus d'hommes. Mais, le mais est un adversatif, il marque donc une opposition, et on est en droit de s'attendre à ce qu'il y ait un changement. Mais si quelqu'un, par hasard, alors déjà, si quelqu'un, bien sûr, ça s'oppose aussi à la foule du début du texte, aux gens qui venaient des plus vieux aux plus jeunes. Par hasard, et aussitôt, hein, par hasard, aussitôt, il n'y a pas, rien n'est pensé, c'est une espèce de réaction comme ça. À quoi? Bien, au fait que apprenez à la compagnie que j'étais persan, c'est-à-dire que j'étais pas français, que j'étais différent, que j'étais un étranger. C'est pas une curiosité intellectuelle. Il n'y a aucune réflexion, et on le voit parce que Montesquieu emploie le terme, j'entendais aussitôt autour de moi, un bourdonnement. Or, qu'est-ce qui bourdonne? Ça peut être un essaim d'abeilles, mais ça peut être des mouches aussi. Des espèces de mouches qui viennent se coller aux persans, comme ça. En tout cas, les Parisiens sont associés à une forme non humaine. C'est pas très flatteur. Et puis, le passage se clôt sur l'utilisation du discours direct. Ah, monsieur est persan, c'est une chose bien extraordinaire. Évidemment, le style indirect va contribuer à la théâtralisation de la scène. Extraordinaire, d'ailleurs, rappelle tout à l'heure venu du ciel, hein, enfin je ne sais plus la forme exacte, mais comme si j'avais été envoyé du ciel, et marque bien sûr un regard ethnocentrique des Parisiens, ethnocentré des Parisiens sur ce persan. Et puis évidemment, ce regard ethnocentré, eh bien, il est confirmé ici. Comment peut-on être persan? Alors bien sûr, Montesquieu là utilise une formule qui n'est pas la sienne, mais qui est celle qu'il aurait pu entendre dans les salons parisiens. C'est une question totalement ethnocentrique qui signifie au fond comment peut-on être autre chose que français. Et cette curiosité des Parisiens, c'est donc l'inverse de la curiosité de Rica. Parce que lui, il cherche à comprendre la société occidentale. En fait, les Parisiens acceptent l'habit, mais pas l'homme. Ce n'est pas possible d'être persan. On ne peut être que français. Ainsi, à travers le personnage de Rica, aux prises avec la curiosité des Parisiens, Montesquieu fait la peinture d'une société futile, superficielle, qui s'intéresse davantage aux ornements étrangers qu'à l'homme qui les porte. Et si la curiosité de Rica est une curiosité intellectuelle qui cherche à comprendre le monde, celle des Parisiens, par contre, c'est une curiosité futile et excessive. Enfin, la question de la position ethnocentrique est clairement posée à la fin du passage. Or, ce refus de l'ethnocentrisme est une caractéristique de la plupart des philosophes des Lumières. Mais il ne faut pas oublier qu'on la trouve déjà au XVIe chez Montaigne, dans les Cannibales, en particulier. Il y a donc un héritage ici de l'humanisme